Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans votre podcast, faire un procès à une multinationale, pour beaucoup, c'est mission impossible, mais pas pour des mineurs. Vous perdez en fait tout votre investissement. Les malades de longue durée ne sont pas les seuls à être un poids sur le marché du travail. Une politique d'absentéisme bien claire, transparente et constructive. Et pour finir, nous retrouverons le regard d'Hamid Fajaoui sur l'intelligence artificielle. Z sur 7 à la une. Créée en 1990, Deminor aide des investisseurs, des entreprises et des consommateurs à défendre leurs droits face à des multinationales. Cette année, une de ces branches a levé 100 millions d'euros pour financer des procédures juridiques complexes et internationales. Pierre Noton, président du conseil d'administration de Deminor. Tout le monde sait que les procédures, ça coûte très cher. Évidemment, on est devant des juridictions qui sont parfois, qui ne sont pas des juridictions belges. On est parfois devant des cours d'arbitrage aussi. Et donc, il faut des moyens pour développer ça, tant au niveau des avocats que la durée du dossier, que les demandes des tribunaux qui demandent de bloquer des montants importants. Dans ce marché qui émerge, il nous fallait un pouvoir de développement et c'est pour ça qu'on a décidé de lever un montant important. Deminor finance les frais d'avocat, de procédure, sur la durée et ne se rémunère qu'en cas de succès dans un modèle dit « no cure, no pay ». Explication de ce business model avec Pierre Noton. Quand on investit dans un dossier, si on n'arrive pas à l'amener à maturité, on ne gagne rien et on perd ce qu'on a investi. Donc c'est très très sensible comme modèle, mais c'est un modèle qui permet une rentabilité accrue parce qu'on a un pourcentage de success fee, je dirais, si le dossier aboutit, qui est plus élevé que quand on avait avant un système qui était plus proche d'un cabinet d'avocats. Parmi ses succès récents, les affaires Madoff ou Danske Bank ou encore Fortis en 2008. Aujourd'hui, Deminor suit 30 à 50 dossiers actifs dans le monde avec un taux de réussite d'environ 70%. Le processus de sélection est drastique. Pour finir, Pierre Noton, président du CA de Deminor. On a une procédure qui est très très paramétrée en fait et qui permet de choisir les bons dossiers parce que si vous avez un mauvais dossier, vous perdez en fait tout votre investissement. Parmi ses clients, des investisseurs privés, des fonds institutionnels, mais aussi de petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'affronter seules ces batailles juridiques coûteuses. Z sur 7 à la une. Il n'y a pas que les malades de longue durée qui pèsent sur le marché du travail. En 2024, plus de la moitié des travailleurs belges ont été absents au moins une fois pour cause de maladie, un niveau jamais atteint selon la dernière étude de Securex. Sans surprise, la disparition du certificat médical d'un jour a fait exploser l'absentéisme, un chiffre qui interpelle même si cette mesure était initialement pétrie de bonnes intentions. Christine Nouwelaars, consultante en ressources humaines pour Securex. Au départ, la mesure a été prise d'abord pour soulager effectivement les médecins, mais aussi que ça arrive à tout le monde, c'est de se lever un matin et de dire « Oh, je suis pas bien, au lieu d'aller chez le médecin et d'avoir 2 ou 3 jours de certificat médical, il reste à la maison, il se met au lit, il se repose et le lendemain, il est d'aplomb. » Donc normalement, la mesure, elle sert aussi à ça, c'est à diminuer finalement la durée des absences. Cette augmentation est encore plus marquée dans les entreprises de plus de 50 travailleurs. Les absences d'un jour ont bondi de 62%, ce qui a des conséquences sur l'organisation du travail. Et dans ce cas, il vaut mieux prévenir que guérir. Christine Nouwelaars nous livre quelques conseils. On conseille vraiment aux organisations de mettre en place un cadre ou une politique d'absentéisme bien claire, transparente et constructive. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cadre ? C'est déjà de mettre en place qui fait quoi à quel moment en cas d'absence, que ce soit l'organisation, donc les ressources humaines, mais aussi le manager, le leader et le collaborateur lui-même. Et la qualité du leadership peut également jouer un rôle pour limiter l'absentéisme. Christine Nouwelaars. Quand on a un manager qui est très contrôlant, qui n'est pas motivant, qui vous dit jamais un petit mot, tiens, un good job bien fait, c'est pas très motivant. Donc le fait d'avoir une qualité de leadership qui est vraiment motivant, qui va être reconnaissant, etc. Les gens ont envie de se rendre au travail. L'étude de Securex est confirmée par une enquête de Mensura qui rajoute que 40% des Belges ne se déclarent jamais malades, une tendance particulièrement vraie chez les plus de 45 ans. Z sur 7, le regard d'Hamid.
Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle face aux galeries numériques. Tout d'abord, est-ce que les marques ont des raisons de paniquer face à l'augmentation de l'usage de l'IA ? C'est ce que pensent un certain nombre d'experts du numérique, dans le sens où, vous le voyez tous les jours, quotidiennement, la plupart de nos téléspectateurs ou téléspectatrices le savent, quand ils ont une question, ils utilisent le moteur de recherche roi en la matière, en l'occurrence Google, pour poser une question, et alors ils reçoivent une kyrielle de réponses possibles, de liens, sponsorisés, pas sponsorisés, 10, 20, 30, 40, 50. Généralement, quand on pose une question à ChatGPT ou à Gemini ou à Perplexity, on a généralement une seule réponse. Il y a pas de deuxième page, si je puis dire. Et donc ça peut être le danger pour une marque ou un annonceur qui se dit je vais être invisibilisé, puisque finalement on donne une seule réponse, alors que chez Google, on le vit depuis plus de 20 ans, on a des tas de liens qui permettent de se retrouver sur le site web, par exemple, de l'annonceur ou de la marque en question. Selon vous, l'intelligence artificielle ne nous donnerait qu'une seule réponse ? Non, évidemment, ce serait exagéré, et Perplexity vous donnera quelques pistes. Mais il y a une grande différence aussi par rapport à l'IA et à Google. Google, vous cherchez des pistes. Chez une IA, vous cherchez des réponses. Chez Google, c'est plutôt une bouteille à la mer. Tandis que quand vous posez des questions, et vous les formulez d'ailleurs différemment, quand vous posez la question à ChatGPT ou à Perplexity, vous êtes plutôt dans une demande face à un expert. Donc ça, c'est déjà une différence qui fait que déjà les réponses vont être beaucoup plus restreintes. Et puis, il y a une manière dont les réponses sont présentées. Et donc, effectivement, si vous cherchez plusieurs paires de baskets, vous allez avoir plusieurs réponses. Mais elles auront déjà été triées par l'IA, elles auront été hiérarchisées, elles auront été orientées. Donc, en fait, ils servent un peu de juge, de filtre. Et donc, ça, il n'y a rien à faire, même si vous avez 2-3 liens. Et donc, la difficulté, si vous voulez, de l'entreprise, ce n'est plus de se battre comme c'était auparavant pour être dans la liste, puisque Google, c'est plutôt une sorte de la compétition, mais c'est pour être cité dans le texte qui va être généré par l'IA. C'est donc ce point qui deviendra compliqué. Mais maintenant, du point de vue du consommateur, est-ce que ça reste complètement son choix ? Alors lui ne le pense pas, mais de la manière dont il va travailler, oui. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par Havas en France. Alors j'imagine que c'est mutatis mutandis valable pour la Belgique, c'est-à-dire que 20% des sondés se contentent de la réponse que leur donne l'IA et la suivent aveuglement. Ce que l'IA dit, le client le fait. Donc voilà. Alors après, on le sait aussi, la plupart des gens aujourd'hui n'ont plus le temps, courent après le temps, etc. Et donc ils ont tendance à déléguer. C'est une forme de fainéantise, de fatigue émotionnelle, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc ça, c'est dommageable dans le sens où ça restreint le choix et les marques l'ont compris. On regarde plus que ce que pense le client de chair et d'os, mais plutôt ce que va faire l'algorithme. Et ça, c'est un danger pour les marques dans le sens où elles pourraient être invisibilisées et on ne sait pas très bien comment cette IA fonctionne. Donc on ne sait pas très bien comment se positionner aujourd'hui par rapport à cette IA pour avoir la chance d'arriver dans cette réponse unique ou quasi unique. Donc les dangers potentiels sont l'invisibilisation et le renfort des monopoles. Exactement, puisque si rien ne change dans ce modèle-là, ce seront toujours les mêmes qui vont se retrouver dans les réponses. Et donc là, je dirais les marques de niche, les petites marques, ceux qui n'ont pas les moyens d'une manière ou d'une autre, risquent d'être totalement invisibilisés. Ça, c'est un danger potentiel. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons aux 3 dernières minutes du podcast et aujourd'hui, nous allons analyser les marchés financiers avec Nicolas Deltour, Head Investment chez Belfius. Cette semaine a été à nouveau marquée par les États-Unis et le projet de loi budgétaire du président Trump. Il est surnommé Big Beautiful Bill, mais est-ce vraiment le cas ? Réponse avec Nicolas Deltour. Alors, c'est certainement Big Beautiful, c'est moins sûr. En tout cas, c'est ce que le marché semble penser. On se souvient qu'une des grandes promesses de Donald Trump, c'était de remettre de l'ordre dans les finances publiques et de diminuer durablement la charge fiscale notamment, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est mal parti, parce que si les finances publiques ne vont pas mieux, et elles sont vraiment en train de s'empirer, il faudra tôt ou tard sans doute repasser par la case fiscale, et le problème, c'est que pour le moment, le verre est dans la pomme. Donald Trump vient de l'annoncer, il prévoit de prolonger d'énormes crédits d'impôt,
qui datait d'ailleurs de son premier mandat, avant d'avoir la marge de manœuvre dégagée sur le plan budgétaire pour le faire. Donc non seulement il reporte le problème, mais en plus il l'amplifie, au point de faire déraper la dette américaine vers des niveaux, pour ainsi dire, historiques. Et concrètement, en chiffres, cela représente un sacré montant. Alors, en chiffres, la dette américaine aujourd'hui, c'est à peu près 36 000 milliards de dollars, c'est énorme. Les taux long terme, suite aux annonces, dépassent aujourd'hui les 5%. Alors 5%, ça paraît pas extravagant, mais ce sont des niveaux jamais vus en près de 20 ans. Il faut remonter à 2007-2008 pour retrouver de tels niveaux. De mémoire, lors de la victoire de Donald Trump aux élections en début novembre, le taux américain à long terme, il était encore de 4,5. Donc vous voyez, en l'espace de quelques mois, on est passé de 4,5 à 5. Et donc, on a cette augmentation de 50 points de base, passer de 4,5 à 5. Je ne vais pas vous faire un long calcul pour vous dire que la charge de la dette augmente à peu près de 10%. Ou en montant, finalement, à 1,5% de 36 000 milliards, on rappellera quand même que ça fait 180 milliards de dollars par an ou 500 $ par Américain. 5 000 $ par Américain, cela implique pas mal de conséquences pour les investisseurs. Alors, l'élément positif de tout ça, tout de même, c'est que ça met la pression sur la Maison-Blanche, cette augmentation des taux. Ça adoucit d'ailleurs le ton de la Maison-Blanche, en tout cas vis-à-vis de certaines contreparties. On a vu cet après-midi que ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire attention, évidemment, en particulier les États-Unis, aux actifs sensibles au taux. Je pense à l'immobilier, qui a d'ailleurs subi une vraie perte ces derniers temps en Amérique. Et puis le style dit croissance, comme notamment certaines valeurs technologiques. Et bien sûr, ce qui subit le plus la hausse des taux long terme, ce sont les obligations émises en dollars américains, en particulier les obligations du gouvernement et le dollar qui chute depuis plusieurs semaines. Mais cette annonce de Donald Trump a surtout eu des conséquences sur les investissements. Nicolas Deltour. Alors voilà, ça confirme qu'on aura sans doute des surprises. On est parti pour 4 ans de surprises quelque part. En effet. Mais c'est vrai que ici, le premier impact forcément concerne les secteurs les plus exportateurs vers les États-Unis. Alors on parle bien sûr des semi-conducteurs, mais on peut parler aussi de l'automobile, du luxe, mais aussi de l'alcool. Donc, le fameux boire ou conduire. De toute façon, ici, vous prenez la tasse, puisque Ferrari, par exemple, a perdu 3,5%, Cointreau a perdu 4% sur la séance. Donc, à nouveau, on est parti pour plusieurs années de volatilité. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Anne, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, nous aurons un nouvel épisode du Trends Talk avec David Lester, président du MR bruxellois, pour parler de la capitale. 1 an après avoir voté, nous n'avons toujours pas de gouvernement. On vous en parle demain.